Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo qui est un peu une réaction à une précédente vidéo que j'ai faite. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur les 50 livres préférés des Français. Vous savez, je crois que c'est France 2, France Télévisions qui a proposé ça. Et donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets en dessous. Et voilà, et en fait j'ai eu énormément de vues, plus que d'habitude sur cette vidéo, énormément de commentaires. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, dans l'ensemble, tous les gens qui sont revenus vers moi en MP ou en commentaire en dessous, c'était des gens qui étaient plutôt d'accord avec moi. Récemment, j'ai vu une vidéo de Lucie d'Alors-Joly qui, elle, dit qu'elle n'est pas du tout d'accord avec moi parce que son livre préféré pour elle, ça peut être très récent, voire même être le prochain. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas du tout ma philosophie. Et je me suis dit, mais en fait, on ne met pas du tout la même chose sous les mots. Pour moi, le mot préféré, c'est quelque chose de très fort. Et qui dit fort, dit, dans mon esprit, quelque chose qui a maturé. Et en fait, voilà, je vois à quel point on ne met pas tous la même chose sur les mêmes mots. Et du coup, j'ai eu envie de vous proposer la vidéo suivante. J'ai donc pris dans tous vos commentaires en dessous de ma vidéo vos 5 livres préférés. En fait, je vous avais demandé, vous dites-moi quel est votre livre préféré dans cette liste. Et donc, j'ai pris les 5 livres qui sont revenus le plus souvent, qui sont donc vos livres préférés à vous. Et je suis allée voir les plus mauvaises critiques sur Babelio pour ces livres. Voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que nous, tel livre va nous emballer, et qu'est-ce qui va faire la différence, pourquoi tel lecteur, lui, ne va pas être du tout emballé, voire même être extrêmement déstabilisé par la lecture de certains romans. Alors, on y va. On commence tout de suite. Alors, ah oui, j'avais préféré quand même la liste d'autres livres qui avaient été souvent cités. Souvent cités, j'ai eu La Nuit des Temps, Les Hauts de Hurlevent, Le Seigneur des Anneaux, Le Petit Prince et Dune. Souvent cités. Et maintenant, on va faire les 5 plus cités. Alors, en 5e position des livres qui ont été le plus cités sous ma vidéo, nous avons L'Étranger. Alors, L'Étranger, c'est un livre qui apparemment fait beaucoup débat. Et lorsque je suis allée sur Babelio, que j'ai commencé à chercher les critiques les plus mauvaises, je suis tombée sur une critique extrêmement violente sur ce roman. Donc j'ai choisi de ne pas la partager avec vous. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, vous verrez, il y a une critique qui est d'une violence rare contre ce livre. Comme quoi, voilà. Alors j'en ai choisi d'autres à vous lire. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ça et pourquoi je trouve ça hyper intéressant. Donc, première critique à l'encontre de L'Étranger d'Albert Camus. Je n'ai peut-être jamais eu autant l'impression de perdre mon temps et d'aggraver mon ennui qu'en lisant ce livre. Livre insipide, dénué d'intérêt. N'eût été ce pénible souvenir et le fait de retrouver ce bouquin systématiquement en tête de la liste des ouvrages que je n'ai pas en commun avec les autres lecteurs de Babelio, que je n'aurais jamais daigné reperdre du temps à en faire la critique. Voilà, donc là on est vraiment dans la personne qui est à l'opposé du spectre de ce que moi et d'autres parmi vous, visiblement, avons ressenti. Vous allez voir ce qui est assez intéressant et qui est assez récurrent, c'est l'auto-justification. On se sent toujours obligé de se justifier de ne pas aimer un livre, comme si presque c'était une faute. On est un peu coupable de ne pas aimer un livre, encore plus quand c'est un classique. Moi, franchement, là-dessus, je suis assez décomplexée. Vous avez le droit de pas aimer un classique. En fait, on s'en fout, quoi. Faut arrêter de se justifier. Je l'avais dit dans une vidéo, j'ai fait je crois que c'est l'année dernière, une vidéo sur les 5 livres que j'ai le plus détestés, qui sont 5 classiques de 5 très grands auteurs. De mémoire, je sais plus, mais je sais qu'il y a un prix Nobel de littérature. Enfin bon, vraiment, et je m'en fous. C'est pas parce que le type a eu un prix Nobel de littérature que vous êtes obligé de l'aimer. Donc voilà. Donc là, la personne redébarre en disant « Bien qu'il soit un classique de la littérature française, dont je me justifie et étudie dans les écoles, double justification, je n'ai pas accroché à L'Étranger. Dans la formulation, ce qu'on entend, c'est vraiment une remise en question. Comme c'était de ma faute. Peut-être que je m'imaginais que chaque lecteur était obligé d'aimer une œuvre aussi classique. Pourquoi? C'est pas parce que c'est classique. Classique, ça veut dire juste vieux. Hein, on va pas se mentir. Voilà, vieux, et qui a été aimé par plus de gens. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens qui ont aimé. Mais vous avez le droit d'être dans le spectre qui n'a pas aimé.
Eh bien non, la seule chose qui m'empêche de lire le livre jusqu'au bout est le style d'écriture pesant et répétitif. Ok, t'as le droit. Troisième critique. Je m'attendais à une révélation et n'ai eu droit qu'à une série de bâillements intempestifs qui m'ont poursuivi tout au long de la lecture. Heureusement, de courte durée. Aucun style, aucune intrigue, à moins que cette ébauche de portrait ne soit censée en être une. Dans ce cas, elle n'est même pas digne d'une série policière. Il y a mon chat qui déboule. D'une série policière américaine du début de soirée. Bref, j'ai cherché, fait des efforts, tenté de trouver une idée qui m'interpelle, ou à défaut un minimum intéressante. Je n'ai rien trouvé d'autre que ce vide, avant-goût d'une sieste plus que méritée. Je suis certainement passé à côté. Tant pis, je n'aurai pas le courage de tenter une nouvelle rencontre avant de nombreuses années. Remise en question, remise en question, remise en question. Donc là encore, hyper intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'on s'auto-justifie tout le temps. C'est très troublant, c'est très troublant. Alors on s'attaque au numéro 4 de ma liste qui est arrivé en 4e position du top des fois et on s'attaque à un poids lourd de la littérature, Le Comte de Monte Cristo. Poids lourd. Eh oui. Et d'ailleurs la première critique, je l'adore, elle est sobre, elle est simple. C'est trop long. Eh ben oui, peut-être c'est un peu long. Peut-être il a un peu délayé, Alexandre. Et je suis pas loin de penser que il a un peu gratté les pages. Coquin, même si j'adore le roman, vous le savez. Autre critique. Histoire formidable. Enfin, j'imagine. Donc ça, j'adore. C'est-à-dire que on est dans la transposition de se dire, waouh, ça doit être un livre génial. Et en fait, mais gâté par les travers du feuilleton. Bah ouais, c'est un feuilleton. Longueur insupportable, répétition inutile, niaiserie même. Hélas pour moi, impossible de lire ça en entier. Et pourtant, j'aimerais beaucoup venir à bout des aventures de ce Dantès. Des candidats pour monter une association pour la réécriture de Monte Cristo. Je trouve ça tellement beau. Je pense que ça m'est arrivé plein de fois, moi aussi, de me dire « Oh, peut-être là, il a abusé, l'écrivain. » Avec cette position de se dire « Moi, j'aurais fait mieux. Moi, je vais couper un petit bout là, un petit bout là. » Et je pense que j'ai pu penser des choses comme ça à propos d'autres romans. Et ça me fait hurler de rire, en fait. J'adore. Critique suivante. Un roman qui traîne en longueur, avec beaucoup de répétitions inutiles où on n'apprend rien. Des personnages antipathiques, beaucoup trop romancés avec des niaiseries, une grosse perte de temps à éviter. C'est marrant parce que je pense... oulala, ma phrase va être terrible. Je pense que je pense la même chose. Et pourtant, j'ai adoré. C'est-à-dire que, indéniablement, dans ce roman, qui est feuilletonesque, Dumas se répète. Il répète des trucs, il revient. Des fois, on se dit même, je suis largué, attends, on est rendu où? Après, on récupère les wagons, mais parfois, voilà, c'est quand même 1800 pages, des fois, c'est wouhou. Et pourtant, j'ai aimé. Ça veut dire que quand on lit, on peut aimer ou détester pour les mêmes exactes raisons, quoi. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Je trouve que c'est vraiment la richesse de nos lectures. Autre critique du Comte de Monte Cristo. On sent l'incroyable suffisance de l'auteur qui valorise la France, le monde intelligent, au détriment de l'Italie, dont la nourriture, en comparaison de celle du monde intelligent, ne saurait même pas être qualifiée de gastronomie. Et l'on valorise l'argent et la supériorité sociale, et tout le monde se plie devant son argent et ne l'admire que pour ça. Que d'amour pour les méga riches, ah, détestable, détestable, détestable. J'ai donné une chance avec 200 pages du 2e tome, et c'était de pire en pire. Et là encore, je pense pareil. Effectivement, la survalorisation de Dantès qui passe par l'argent pourrait être problématique. Sauf que moi, j'y ai vu une dénonciation. Mais en fait, peut-être pas. Donc, je comprends que ça puisse choquer. La vengeance de Dantès n'est possible que par le biais de l'argent. Très compliqué, hein, ces lectures. Allez, une dernière pour la route. Ce pavé est pour moi réservé aux gros lecteurs. Je suis entièrement d'accord. La mise en place est très longue. Je suis entièrement d'accord. Et les événements sont trop su à l'avance. Avant de l'avoir lu, nous savons déjà tout. Je suis assez d'accord. Ce roman historique n'est pas ce que j'attendais à lire, donc au bout de 63 pages, j'ai arrêté de le lire. Et là encore, j'ai choisi
cette critique parce que je la trouve hyper intéressante. Tout est vrai. Et j'adore l'idée d'arrêter un roman au bout de 63 pages alors qu'il y en a 1800. Parce que quand on sent que c'est pas pour nous, pourquoi se forcer? Pourquoi se forcer? Voilà, au bout de 63 pages, en moyenne c'est au bout de 50 pages, on peut le savoir, on voit si on aime le style de l'auteur, on voit à peu près les personnages, l'histoire, on sait un tas de trucs. Écoute, vraiment, si on ne rentre pas dedans, moi je lis souvent des gens qui me disent oui, moi je vais quand même jusqu'au bout, j'aime pas abandonner un livre. Alors moi j'assume totalement mon statut d'abandonneuse de livres. Voilà, j'en ai laissé un paquet sur le carreau et ça me pose pas d'état d'âme. Donc voilà, donc là encore, on a tous une grosse philosophie différente et c'est pas grave. Mais j'adore quelqu'un qui a le courage de dire je l'ai abandonné au bout de 63 pages, je trouve ça absolument génial. Donc merci à toutes ces personnes qui écrivent sur Babelio parce que moi j'y vais jamais en fait. Je n'écris rien, je suis sur aucun truc, ni Goodreads, ni machin, ni bidule, je ne suis pas sur Babelio, je suis nulle part. Je suis sur YouTube et déjà ça me prend un temps suffisant. Et donc vraiment merci à vous de prendre le temps de donner vos avis sur Babelio, de mettre des notes, de partager autant parce que c'est hyper riche. Et ça nous rappelle à quel point nous sommes tous différents. Et ça c'est plutôt chouette. Allez, numéro 3 sur le podium. On arrive au podium, vous savez, comme sur les Jeux Olympiques, à la médaille de bronze, nous avons le parfum de Susskind. Et alors là, vous allez voir, c'est pas triste. Ce livre a été très apprécié par un nombre incroyable de lecteurs. Pour preuve, il suffit de regarder la note incroyable qu'il obtient sur Babelio. Je vais sans doute décevoir beaucoup de monde, mais je n'ai pas du tout aimé ce livre. Je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre son si grand succès. Je me suis ennuyée à mourir. J'ai trouvé l'écriture lourde, l'histoire lente, sans intérêt, et parfois même complètement absurde et grotesque. Évidemment que ce livre est absurde et grotesque. Évidemment. Et je comprends que ça puisse choquer. Sauf que moi, c'est pour ça que je l'ai aimé. Voilà. Et ça me fait toujours penser que j'ai des amis très proches, notamment une, ma meilleure pote, Caro, qui sont très fermés au fantastique. Et Caro, elle a jamais vu Star Wars, elle a pas vu même pas les films Le Seigneur des Anneaux. Enfin, elle m'a dit, je me suis endormie devant Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et elle déteste tout l'univers fantastique. Elle est extrêmement hermétique à tout ça. Et ouais, je trouve génial de voir à quel point nos cerveaux ne nous permettent pas d'accéder à certaines parties. Et là, visiblement, pour cette personne, le grotesque et l'absurde, qui est une part de la littérature et du cinéma, etc., une part des arts, bah, visiblement, c'est pas son truc, ça pose un problème. Et je trouve ça hyper chouette, hyper enrichissant. Toujours le parfum. Cette lecture a été très difficile. J'ai peiné et me suis ennuyée. D'autre part, des tas d'émotions négatives, simples, me sont parues. L'ennui, le dégoût, l'impatience, l'épouvante et l'effroi. Je n'ai vraiment pas aimé. Pareil, c'est comme quand on regarde un film d'horreur. Quand on regarde un film d'horreur, on a du dégoût, on a de l'impatience, on a de l'épouvante, on a de l'effroi. Et voilà. Et soit on aime les films d'horreur pour tout ça, soit on les aime pas pour tout ça. Et visiblement, le parfum, il génère un peu les mêmes réactions. Donc c'est hyper intéressant. Vous inquiétez pas, je pense que je vais dire que c'est hyper intéressant à chaque phrase. Désolée de mon manque de vocabulaire. Alors, on continue sur le parfum. Je n'ai pas adhéré du tout. Je n'ai pas trouvé Grenouille particulièrement attachant. Moi non plus. C'est quand même la pire engeance. Les mobiles de crime complètement absurdes. Et j'ai trouvé la scène finale particulièrement atroce. Elle l'est. Je n'ai peut-être pas compris. Ah, ce passage est hyper intéressant. Vous allez voir le nombre de fois où la personne se justifie de ne pas avoir aimé un roman qui est quand même pas un classique, qui à mon sens va le devenir, mais qui n'est pas si ancien. On ne s'attaque pas à un roman du 19e ou plus. Je n'ai peut-être pas compris toute la subtilité de ce texte. Justification. Et je ne demande qu'à l'apercevoir. Justification. Peut-être lors d'une deuxième lecture. Justification. Mais cette fois, je suis complètement passé à côté. Justification. Mais ce n'est que mon avis. Justification. Mais t'as le droit de ne pas aimer le parfum. T'as le droit de ne pas du tout apprécier cette littérature et cette lecture. Et je vois pas pourquoi s'infliger une deuxième fois cette lecture. Franchement, je pense que le parfum, c'est vraiment un roman clivant qui est
Soit on est en adoration, soit on est en dégoût. Donc voilà, pas de souci. Donc la rebelote. Au risque de me faire huer, je dirais que je détestais ce livre. Et pourtant, le titre lui-même invitait à l'enchantement. Je me figurais déjà l'histoire d'un modeste jeune homme rencontrant le succès dans la haute société de son temps, grâce à son don exceptionnel de nez, et gravissant les échelons sociaux trop bien verrouillés. Il n'en fut rien. La méprise du lecteur. Ça, c'est vraiment aussi un truc qu'il m'est arrivé de ressentir. Vous savez, on vous donne un livre et à partir de ce livre, entre ce qu'on vous a dit, la couverture, le titre, l'auteur, les critiques médias, etc., vous avez déjà profilé le livre. Et lorsque vous lisez, en fait, c'est pas du tout ça. Et ça peut générer des déceptions, des frustrations. Moi, je me suis même retrouvée à m'auto-convaincre qu'il fallait que je lise un livre alors que je savais qu'il n'était pas pour moi. Typiquement, comment c'était ? La Tresse. Laetitia Colombani. Il y avait zéro chance que j'aime ce livre. Eh bien, j'ai lu tellement de bonnes critiques. Je me suis auto-convaincue qu'il fallait que je le lise. Pareil pour Circé de Madeleine Miller, que je vois encore fleurir tout le temps, encore, que j'ai lu avec Mathilde du Faucon littéraire, et je suis ravie de l'avoir lu avec elle parce qu'elle m'a rassurée. Elle a ressenti la même chose que moi. Ce livre m'a profondément fait chier. Et il est encensé sur Babelio. C'est pas grave. Je me justifie pas, je l'ai pas aimé. Voilà. Donc, pas grave. J'en ai gardé une quand même parce que je la trouve super aussi, je l'aime beaucoup. La personne a écrit « Un Victor Hugo sans le génie ». Donc je trouve ça assez étonnant comme critique. Je rejoins le cercle fermé des avis très mitigés. J'espère que ma réserve apportera au moins de la crédibilité aux autres avis. Que penser en effet d'un livre qui ferait l'absolue unanimité ? Bonne question. Déjà, est-ce que ça existe ? Et est-ce qu'il serait vraiment intéressant, ce livre qui plairait à tout le monde ? À mon avis, il serait d'une fadeur absolue, et donc s'il est fade, il ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, allez, en commentaire, je vous attends. Est-ce qu'on veut un livre qui plaît à tout le monde ? Est-ce qu'on a envie de lire un livre qui plaît à tout le monde ? Petite disserte philosophique dans les commentaires, on y va, on donne son avis. Ce livre est souvent élevé au rang de chef-d'œuvre et figure même dans certaines listes parmi les meilleurs romans de tous les temps. Oui, je confirme. Alors aux personnes que j'aurais pu aider, donc là j'ai sauté un bout de la critique, et qui chercheraient un autre livre à lire, je proposerais plutôt le trop méconnu L'homme qui rit de Victor Hugo, beaucoup plus fort à mon avis. Pour le coup, préparez vos mouchoirs. Alors c'est génial parce qu'apparemment cette personne et moi on a en commun Victor Hugo, mais on n'a pas du tout en commun le parfum. Et je n'ai pas lu L'homme qui rit, et je pense que je vais le lire. Vraiment, je me le note dans mes lectures d'hiver. Je vous tournerai dans quelques semaines ma pile à lire de lectures d'hiver et je vais le mettre dedans. Parce que ça m'intéresse et parce que cette critique m'a touchée. Je l'ai trouvée... Voilà, on peut écrire une critique négative sur un livre en étant vraiment bienveillant et intelligent. Donc ça, c'est intéressant. Attention, le deuxième livre sur le podium. C'est marrant parce que mes 2 livres préférés au monde sont aussi vos 2 livres préférés. Donc, est-ce un hasard si nous sommes tous ensemble dans ce YouTube ? Je ne crois pas. Donc, au deuxième du podium, Les Misérables. Alors, où il prend cher, lui ? Les Misérables. Première critique, adorable. Un ado de 14 ans. Mon fils a 14 ans. Et il a lu Les Misérables à 14 ans. Donc déjà, rien que pour ça, le gamin, il a toute mon estime. Il a le droit de ne pas aimer. Il écrit. Je trouve à mon point de vue d'ado de 14 ans que ce roman est moins bien que ce que j'attendais. Il n'y a aucun rebondissement dans l'histoire, les personnages ne changent jamais, les histoires sont toujours les mêmes, ce livre est bondé de clichés, la petite fille sauvée par un prisonnier, puis elle tombe amoureuse du premier jeune homme qui se présente à elle. Pour finir, tous les personnages sont mêlés à la même histoire. Tout ça pour dire que je ne conseille vraiment pas ce livre à de jeunes ados. J'adore parce que pour le coup, je partage rien avec lui. Quand il dit il n'y a aucun rebondissement. Pour moi, dans Les Misérables, il y a tellement de rebondissements. Les personnages ne changent jamais. La richesse des Misérables, c'est l'évolution des personnages. Les histoires toujours les mêmes. Pas du tout. Et ce livre est bondé de clichés. Aujourd'hui, ce sont des clichés. Mais au moment où Victor Hugo a écrit le livre, était-ce un cliché ? Parce que les clichés se sont construits au fil du temps. Donc je trouve ça trop mimes comme critique. Je lui dessert la palme de la critique la plus mimes. Ensuite,
Pataugé dans la misère humaine, malgré le style et l'auteur, moi j'ai du mal, je lis essentiellement pour me changer les idées. Ça, c'est autre question. Pourquoi lit-on? C'est comme l'histoire du livre préféré, je pense qu'on va avoir un écart des uns aux autres qui va être incommensurable. Donc, moi, je ne lis pas du tout pour me détendre, ni pour me changer les idées. J'adore que intellectuellement, ça me fasse turbiner. Mais je peux comprendre que des gens aient besoin de lire pour se détendre, qu'ils n'aient pas la même appétence pour moi, pour une certaine forme de littérature, et qu'ils cherchent autre chose. Et franchement, ça me va très bien. Et je comprends que dans ces cas-là, Les Misérables, effectivement, qui est quand même un amoncellement de choses un peu misérabilistes, et ben ouais, c'est pas très relaxant, on est d'accord. Donc ok, je valide, je comprends. Une histoire devenue mythique, mais comment peut-on prendre autant de temps pour écrire des choses aussi infimes? C'est long, un martyre que je ne donnerai pas à mes enfants. Ouais, le souci du détail. Le souci des détails chez Hugo, c'est ce que j'aime. C'est savoir voir les choses par le petit bout de la lorgnette pour nous amener à voir les choses en grand. Grand talent d'Hugo, mais parfois ça passe pas. Et dernière grande méprise dans cette dernière critique, autant j'avais bien aimé la mini-série, autant je n'ai pas aimé du tout le livre. Donc ça aussi, j'adore lire les livres, tirer des films ou voir les films adaptés des livres. 95% du temps, j'ai préféré le livre. Mais je pense qu'il y a vraiment une grosse méprise des gens qui ne sont pas des gros lecteurs et qui, quand ils ont aimé un film ou une série, lisent le livre et sont déçus parce que, évidemment, c'est une série ou un film, c'est toujours beaucoup plus facile d'accès. Qu'on le veuille ou non, c'est beaucoup plus facile d'accès. Et du coup, il y a des grosses déceptions. Donc voilà, c'est pas toujours aussi évident. Et puis, ben voilà, c'est vraiment une histoire très personnelle de vécu et de moments où on fait les choses. Bon, on termine. Sans surprise, number one, médaille d'or à vous et moi de nos romans préférés, Jane Eyre. Elle aussi, elle va prendre cher, vous allez voir. Pas de scrupules, tout le monde y passe. Alors, je risque de me faire des ennemis. Il y en a plein qui commencent par ça. On sent la panique de se dire putain, je vais me faire lyncher par les trolls qui vont me dire ouais, t'as pas le droit de pas aimer un chef-d'œuvre. Oh, c'est bon, et lâchez-nous la grappe, on a le droit de pas aimer un chef-d'œuvre. Donc je risque de me faire des ennemis, mais je pose la question, suis-je la seule à avoir trouvé ce roman terriblement ennuyé? Non, je crois que t'es pas la seule. Le style est lourd et me laisse une sensation d'inabouti. Le personnage principal souffle le chaud et le froid, impossible à cerner, son histoire d'amour impossible à comprendre, et l'apparition de la folle impossible à croire. De par sa petite taille, ce livre a le mérite que je le termine et a même réussi à m'arracher des sourires d'ironie, tant son histoire frise le ridicule par moments. Donc là, c'est à peu près la critique inverse de ce que moi j'écrirais. C'est impressionnant. Moi, je pense que je peux écrire exactement l'inverse. J'ai trouvé donc moi, terriblement palpitant, pas du tout ennuyé. J'ai trouvé le style sublime, pas du tout lourd. J'ai jamais eu de sentiment d'inabouti. Je trouve le personnage principal génial. Et c'est... ouais. Je l'ai pris par un bout et cette personne l'a pris par l'autre bout. Vous noterez quand même qu'elle écrit de par sa petite taille. On va reparler. Critique suivante. Quel ennui, c'est long, il n'y a aucune action. Ça frise souvent le ridicule, mais je pense que c'est lié au lectorat de l'époque où il a été écrit. J'ai pensé à Madame Bovary en lisant ce livre, c'est dire. J'adore parce que du coup Madame Bovary en prend une aussi. Hein, Jane Eyre, pub, Madame Bovary, pub. Ça c'est fait, bande de... Non, je vais pas le dire. Et ouais, je suis assez convaincue que c'est le même type de personne qui aime Madame Bovary et Jane Eyre. On aime les héroïnes agaçantes, faut croire. Non, Jane Eyre, elle n'est pas agaçante. Madame Bovary est agaçante. Clairement, Madame Bovary, j'avais envie de la gifler à toutes les pages. C'est pas le cas de Jane Eyre. Critique suivante. J'avais déjà été déçue par sa sœur. Aujourd'hui, je suis déçue par les deux. C'est triste, sombre, ennuyeux. J'ai lu à peine le quart et je n'ai pu continuer. Je n'ai adhéré à rien, pas même au caractère de Jane, ni au style de l'écriture, encore moins à l'aventure vide et lente que nous décrit ce roman. Bref, les Sœurs Brontë, c'est terminé pour moi. Allez, il nous reste encore 2 petites critiques et puis on fait le bilan. Peut-être l'épaisseur du livre m'a découragée.
Donc là, tout à l'heure, on a quelqu'un qui nous a dit « je l'ai quand même terminé parce qu'il était court ». Et là, quelqu'un qui nous dit qu'il est trop épais. Donc même la grosseur d'un livre, c'est subjectif. Pourtant, on vous dit un nombre de pages, c'est un nombre de pages. On peut supposer qu'un livre de 200, 300 pages, c'est un petit livre. Et on est d'accord pour dire que 1800 pages, c'est un gros livre. Et bien apparemment, un livre de 300 pages peut être un gros livre. Donc là encore, le rapport est extrêmement subjectif. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais tilté qu'on pouvait trouver Jane Eyre trop gros. Qu'on me dise que le conte de Monte Cristo est trop gros, je valide totalement. Mais pas Jane Eyre, comme quoi. Mais en fait, au bout de 60 pages, le peu qui s'était passé résultait de la maltraitance pour l'enfant. J'ai donc décroché. Et oui, et je peux comprendre, l'autre jour j'ai décroché d'un livre à cause de la maltraitance. Je ne juge pas. Et dernière critique, quelle déception, après 100 pages tirées en longueur, j'ai abandonné. Brontë s'adresse par moments au lecteur. Voyez-vous, cher lecteur, pour moi, rédhibitoire. On va terminer sur cette critique que je trouve très intéressante. À titre personnel et par goût, j'adore quand on brise le quatrième mur. J'adore les séries ou les films où les personnages parlent aux spectateurs, aux lecteurs. Là, actuellement, avec les enfants, j'avais jamais vu cette série Malcolm, qui est un grand classique des séries humoristiques. Et on est en train de la regarder et je découvre cet univers et la série est excellente. Et Malcolm brise régulièrement le quatrième mur. Deadpool, par exemple, est un film que j'avais beaucoup aimé à cause de ça, parce que Deadpool s'adresse aux spectateurs. J'ai vu pas mal de théâtre où, pareil, vous avez la scène, et j'adore cette mise en abîme du théâtre qui se regarde et qui sait qu'il est en train de faire du théâtre et qui en joue, de toutes ces nuances et de ces degrés. Et j'adore quand les écrivains s'adressent à leurs lecteurs. Dumas fait beaucoup ça. Et je suis hyper fan du procédé, qui est totalement artificiel, j'en ai conscience, hein, mais qui chez moi fonctionne vachement bien. Et qui chez d'autres va être totalement rédhibitoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amusé. L'idée, c'était pas du tout Oh, j'ai mes feuilles qui s'envolent, excusez-moi. Pas du tout de vouloir stigmatiser des lecteurs qui n'auraient pas aimé les mêmes livres que moi, que nous. Mais au contraire, de bien se rendre compte à quel point on est tous différents. On a des approches de la lecture, des mots, du sens très différentes. Et on n'a pas tellement en fait à se justifier de ne pas aimer. Hein. Soyons assez zen et soyons assez courtois et envers nous-mêmes et envers les autres. Respectons la pluralité de nos opinions. Allez, je vous embrasse et puis je vous reviens avec des critiques de livres où je vais dire encore n'importe quoi. Voilà, gros bisous, ciao.